Coucou. Le samedi 24 mars 2007, Lindsay Hawker, une jeune Britannique de 22 ans, prof d'anglais au Japon, se rend dans l'appartement de l'un de ses élèves. Elle n'en ressortira jamais. Son histoire va choquer les Japonais et le Royaume-Uni qui vont tout faire pour résoudre cette affaire qui, malgré son apparence, s'annonce bien plus compliquée que prévu à cause de l'intelligence du tueur. Bienvenue pour une nouvelle HVF. Salut à tous, c'est Max Guys. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante dans laquelle on va parler du meurtre de Lindsay Hawker, une jeune femme pleine de vie qui a malheureusement fait une très mauvaise rencontre. Cette vidéo va vous faire comprendre que vous pouvez rencontrer quelqu'un un lundi matin et qu'il peut tout simplement vous tuer le samedi après-midi. J'avais aussi prévu pendant le mois de décembre de mettre un sapin dans le décor, le problème c'est qu'il est beaucoup trop grand et qu'il ne rentre pas sur mes étagères. Voilà, je voulais juste vous le dire. Bref, installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner. Et on est parti. Une vie gâchée. Lindsay Hawker naît à Coventry, Angleterre. C'est une jeune femme très intelligente qui a obtenu un diplôme de biologiste à l'université de Leeds en 2006. Elle est la fille de Bill et Julia Hawker, deux Anglais honnêtes, sans histoire, qui sont très fiers de leur fille. Elle a deux sœurs, Julia et Lisa. En couple depuis 4 ans avec un certain Ryan Garside, Lindsay a la vie basique d'une Anglaise de classe moyenne. En milieu d'année 2006, après l'obtention de son diplôme, Lindsay s'est retrouvée un peu perdue. Voilà, elle aurait pu continuer d'étudier la biologie pour se spécialiser et avoir un nouveau diplôme, mais elle a préféré faire une pause dans sa vie étudiante pour devenir prof d'anglais, et pas n'importe où, au Japon. Lindsay avait envie de voyager, de découvrir le monde avant de s'enfermer pour les 40 prochaines années de sa vie dans un travail. Elle a d'ailleurs longtemps hésité entre la Nouvelle-Zélande et le Japon, mais elle a fini par choisir le Japon pour sa réputation de pays très sûr. Je peux vous dire qu'elle va pas être déçue. En octobre 2006, elle est engagée en tant que prof d'anglais dans l'école Nova de Tokyo. C'est une école privée qui met en relation des anglophones avec des étudiants japonais en échange forcément de rémunération. Lindsay va accepter de travailler pour cette école, ça lui permet de se payer un logement et de pouvoir être indépendante. Elle quitte donc sa ville natale de Coventry, typiquement anglaise avec ses briques rouges, ses cafés et son ciel gris, pour débarquer à Tokyo. Lindsay va prendre une colocation avec deux autres profs d'anglais qu'elle a rencontrés via le réseau de l'école Nova. Cette fin d'année 2006 a donc été pas mal mouvementée pour Lindsay. Voilà, elle arrive dans un tout nouveau pays, elle ne parle pas du tout japonais, mais heureusement, grâce à son nouveau travail, elle va réussir à vraiment bien s'intégrer, et en plus, bonus, ses élèves l'apprécient énormément. Voilà, Lindsay avait vraiment cette douceur naturelle pour parler aux gens, pour expliquer, et ses élèves l'appréciaient beaucoup. Elle donnait très régulièrement des nouvelles à ses proches, que ce soit par email, par Skype, mais aussi par rappel téléphonique bien sûr, et c'est ça qui va beaucoup inquiéter ses proches dès le samedi 24 mars 2007. Tous les week-ends, Lindsay avait pour habitude de résumer sa semaine à ses parents, soit par email ou par téléphone si elle avait du temps libre à côté de la préparation de ses cours. Mais bizarrement, ce samedi-là, elle ne donne pas de nouvelles. Ses parents ne s'inquiètent pas plus que ça et décident de la laisser respirer un peu. Le lendemain, dimanche 25 mai 2007, Julia, sa mère, voyant que Lindsay n'a toujours pas envoyé son petit mail habituel, décide de lui en envoyer un d'elle-même. La journée va passer et l'email va rester sans réponse. Bill, le père, va à son tour envoyer un SMS à sa fille. Les heures passent et de nouveau, elle ne répond pas. Bill et Julia s'inquiètent à ce moment-là immédiatement pour Lindsay. Et c'est assez compréhensible, leur fille est partie depuis 5 mois à l'autre bout du monde, à Tokyo dans une ville gigantesque, et d'un coup, elle ne donne plus aucune nouvelle, même si ce n'est que quelques heures, c'est quand même inquiétant. Bill va tenter de joindre un collègue de Lindsay qui va répondre et lui dire que samedi soir, il y a apparemment une soirée à l'école Nova et que si Lindsay y a participé, elle doit être en train de dormir. Sachant qu'il y a environ 8 heures de décalage avec le Japon, lorsque Bill envoie un SMS et tente d'appeler Lindsay dimanche midi, on est déjà en pleine soirée à Tokyo. Donc si Lindsay est fatiguée de sa fête de samedi soir, à l'heure qu'il est actuellement à Tokyo, elle doit dormir.
Le souci c'est que le lundi matin, Bill en se réveillant va voir que l'école Nova a tenté de le joindre en lui laissant un message. Voilà, l'école lui indique que Lindsay n'est pas venue donner son cours du lundi matin. Et pire encore, qu'elle ne s'est pas non plus présentée samedi. Ce qui veut donc dire, au moment où Bill reçoit ce message, que Lindsay a disparu maintenant depuis quasiment 3 jours, avec le décalage horaire une fois de plus. La police japonaise est prévenue. Une enquête bâclée. La disparition de Lindsay est signalée à la police japonaise vers 14h30. Ses colocataires, ses amis profs et l'école Nova expliquent tous la même chose. Ils n'ont pas vu Lindsay depuis samedi après-midi. Alors on pourrait croire qu'au vu de la situation assez inquiétante quand même, une étrangère qui est à Tokyo depuis 5 mois seulement, qui parle très mal japonais et qui d'un coup ne donne plus aucune nouvelle à personne pendant 3 jours, ça va forcément mobiliser les policiers japonais. Eh bien pas du tout, puisqu'il va falloir attendre 3 heures pour que le rapport de disparition soit officiellement publié et que voilà, les policiers japonaises sachent enfin que Lindsay est portée disparue. 3 heures alors que Lindsay n'a plus été vue depuis quasiment 3 jours, c'est énormissime. Ils vont se rendre à l'appartement de Lindsay, fouiller sa chambre et découvrir une note sur laquelle est écrit le nom et l'adresse d'un certain Tatsuya Ishihashi. Il y a également à côté de cette note un dessin, une fois de plus, avec les coordonnées de Tatsuya. C'est un garçon de 28 ans, fils d'un médecin et d'une dentiste. Il a un diplôme d'horiculture qui est l'art de cultiver les jardins et de pratiquer la culture des légumes, fruits, fleurs, arbres, bref, tout ce qui se plante dans la terre. Mais vu qu'il vient d'une famille plus qu'aisée, il ne travaille pas et vit grâce aux yens que lui envoient chaque mois ses parents, environ 1000 $, ce qui lui permet de payer son loyer et de vivre convenablement. Il est connu des services japonais pour une histoire de vol qui remonte maintenant à plusieurs années. Il aurait apparemment tenté de voler une mamie dans la rue, elle a réussi à se débattre et il s'est fait arrêter. Heureusement, le père de Tatsuya l'a étouffé. Il a étouffé l'affaire, pas la mamie, en lui donnant 10 000 $ pour qu'elle retire sa plainte. Voilà, donc c'est pas un grand criminel, c'est pas quelqu'un de bien méchant, mais vu que son adresse est à l'appartement de Lindsay, les policiers japonais décident quand même de se rendre à son domicile. Il habite près de la gare d'Ishikawa, en banlieue de Tokyo. Le souci c'est qu'une fois arrivés sur place, les policiers japonais ne peuvent pas toquer. D'après mes recherches, il existe une espèce de loi au Japon interdisant aux policiers de déranger des citoyens s'ils n'en ont pas l'autorisation d'un supérieur ou alors s'ils n'ont pas la preuve qu'un crime est en train d'être commis. Eh bien oui, une jeune femme de 22 ans qui disparaît à l'autre bout du monde depuis 3 jours en laissant dans son appartement les coordonnées d'un homme que personne ne connaît, ça ne peut présager que du bon, aucun crime n'est en train d'être commis. Les policiers vont se rendre dans l'immeuble d'en face pour avoir vue sur le balcon de Tatsuya. Et ils vont se rendre compte que l'appartement est dans le noir, mais qu'il semble y avoir du mouvement à l'intérieur. Une baignoire est d'ailleurs sur le balcon. Bon, chacun son délire. Finalement, les policiers vont recevoir l'ordre d'interroger Tatsuya à 21h45. Les heures sont très importantes dans cette affaire parce que ça prouve vraiment à quel point les enquêteurs japonais n'en ont rien à faire de la disparition de Lindsay. Ils prennent tout leur temps pour donner leurs ordres. Les policiers japonais toquent à l'appartement de Tatsuya qui ouvre. Il est pieds nus et avec un sac à dos. On explique alors à Tatsuya qu'on a trouvé une note avec son nom et son adresse dans l'appartement de Lindsay qui a disparu depuis 3 jours maintenant. Le garçon semble calme et accepte de sortir de son appartement pour répondre aux questions. Il prend la clé de son appartement, la ferme et d'un coup, Tatsuya va bousculer les policiers et s'enfuir en courant. L'un des agents va réussir à l'attraper par le sac à dos, le forçant à s'en débarrasser. Tatsuya va dévaler tous les escaliers de son immeuble. En bas, il y avait d'autres agents qui l'attendaient, mais qui n'ont pas reçu l'ordre par Takiwalki que le suspect était en train de s'enfuir. Ils l'ont donc regardé passer devant eux en train de courir. Bon, heureusement, il y en a quand même quelques-uns qui ont réagi pour sauver l'honneur. Je crois que cette situation n'est jamais arrivée dans aucune HVF. Alors d'accord, des fois on a des enquêteurs un peu neuneux, mais là, laisser passer un suspect qui court pieds nus devant eux sans réagir, c'est quand même très très fort. Surtout que Tatsuya va réussir à leur échapper une seconde fois, puisqu'entre temps les policiers japonais ont quand même capté qu'il fallait donner l'alerte. Tatsuya va se retrouver de nouveau face à des policiers, mais va réussir une nouvelle fois à s'enfuir en courant pieds nus à travers les rues de Tokyo. Et c'est à ce moment-là qu'il va complètement disparaître. Ce que vont découvrir les enquêteurs japonais à l'intérieur de l'appartement de Tatsuya vont leur faire comprendre qu'ils n'auraient jamais dû le laisser s'enfuir. La baignoire de l'horreur.
La porte de l'appartement de Tatsuya est forcée, et la première chose qui frappe les enquêteurs en charge de fouiller le logement est que celui-ci est en bordel, comme s'il y avait eu une lutte à l'intérieur. Ils vont faire le tour de l'appartement et se rendre sur le balcon sur lequel ils vont découvrir une scène d'horreur. Sur ce balcon, il y a donc une baignoire. Celle-ci est remplie de sable et d'un mélange de terre, et dans l'un de ses coins dépasse une main. Lindsay Hawker est là, enterré dans la baignoire de Tatsuya. Dans cette baignoire, Tatsuya a versé un produit chimique qui a pour but de décomposer en quelques jours seulement les déchets. Il connaît bien le produit vu qu'il a fait des études de botaniste. Son but était de laisser Lindsay dans cette baignoire plusieurs jours jusqu'à ce qu'elle se décompose. On va retrouver dans l'appartement des perruques qui vont faire croire aux enquêteurs que le garçon se travestissait. Et là, ça pose un gros problème. Tatsuya est en fuite, et s'il sait se déguiser, se maquiller, mettre des perruques, se transformer en femme, il va être très difficile pour les Japonais qui vont voir les affiches Wanted de lui, de le reconnaître. Et c'est pour ça qu'un superbe portrait robot de Tatsuya en version femme va être également imprimé. Regardez-moi comme il est mignon. Les enquêteurs découvrent également que Tatsuya avait une petite amie depuis maintenant 1 an et que le dimanche soir, ils étaient censés se voir. Sauf qu'il a envoyé un message à sa petite amie lui disant qu'il avait des choses à faire et que voilà, il ne pouvait pas venir la voir. Sachant que Lindsay a disparu depuis samedi, ça concorde plutôt bien. C'est un collègue professeur qui va appeler les parents de Lindsay en leur disant « Préparez-vous au pire, un corps a été découvert dans l'appartement de l'un de ses élèves à qui elle était partie donner un cours. » Bill et Julia vont prier honteusement entre guillemets pour que le corps retrouvé soit celui de l'élève de Lindsay et pas le sien. Malheureusement, ils apprendront quelques heures plus tard par la police anglaise qui va se déplacer à leur domicile que le corps retrouvé dans l'appartement de Tatsuya à Tokyo est bien celui de leur fille Lindsay qui avait 22 ans. Bill et Ryan, son petit ami, prendront dès le lendemain de la découverte un avion pour Tokyo dans le seul but d'identifier formellement le corps de Lindsay. Ryan ne l'avait pas vu depuis son départ en 2006 et il devait lui rendre visite pendant l'été et peut-être même s'installer avec elle. Imaginez sérieusement la douleur psychologique de se remémorer ses souvenirs, de dire au revoir à sa petite amie ou à son petit copain comme vous voulez, au revoir, on se voit l'été prochain, et d'apprendre quelques mois plus tard qu'elle est morte et que vous ne pourrez plus jamais lui reparler. Mais dans ce cas-là, comment Lindsay s'est-elle retrouvée dans l'appartement de Tatsuya? Puisque c'est une fille qui faisait toujours très attention à ses arrières, toujours très attention chez qui elle allait. Au départ, tout le monde décrit Tatsuya comme l'un de ses élèves à qui elle aurait été donné un cours dans son appartement. Mais l'affaire est bien plus complexe que ça, puisque grâce aux emails, aux messages et à ses colocataires, on va en apprendre beaucoup plus. Une étrange rencontre. Lindsay rencontre Tatsuya le mardi 20 mars, soit 4 jours avant sa disparition. Tatsuya a abordé Lindsay sur un quai de métro alors qu'elle rentrait de son travail. Il lui a demandé si elle était bien prof d'anglais, Lindsay a répondu que oui, puis la conversation s'est arrêtée là. Elle a pris son vélo pour rentrer à son appartement, mais Tatsuya l'a suivi discrètement et il est venu sonner. Il a alors expliqué à Lindsay qu'il aimerait bien lui aussi prendre des cours d'anglais. Lindsay l'a laissé entrer dans son appartement pour 2 raisons. Pour qu'il lui donne ses coordonnées et pour lui montrer qu'elle ne vivait pas seule. Puisque voilà, Lindsay a beau être gentille, elle n'est pas stupide. Un type qui vous suit dans la rue jusqu'à votre appartement, ça fait flipper tout le monde. Donc elle l'a laissé entrer pour bien lui montrer qu'elle n'était pas seule et que si l'idée lui venait par exemple d'entrer dans son appartement en pleine nuit, il y a 3 filles qui allaient lui sauter dessus et le tabasser. Malgré tout, Lindsay va vouloir donner une chance à Tatsuya. Voilà, il l'a abordé bizarrement, ça a l'air d'être un garçon un peu timide, elle sait que généralement les garçons japonais sont un peu spéciaux, ils sont très timides, ils ont beaucoup de mal avec les filles, donc elle décide de lui donner sa chance, elle prend ses coordonnées, l'appelle et lui donne rendez-vous le samedi matin dans un café du coin pour un premier cours d'anglais. Voilà, elle lui donne quand même rendez-vous dans un lieu public, on sait jamais, au cas où. Samedi 24 mars 2007, Lindsay et Tatsuya débutent donc un cours d'anglais aux alentours de 9h. Celui-ci doit durer 45 minutes et tout se passe très bien. Tatsuya est intéressé, le souci c'est que à la fin du cours d'anglais, il explique à Lindsay qu'il n'a pas d'argent sur lui. Oh, quel dommage. Sur les caméras de surveillance, on voit Lindsay et Tatsuya discuter après le cours. Celui-ci lui explique qu'il n'a pas d'argent sur lui, mais que si Lindsay est OK, ils peuvent se rendre à son appartement pour qu'il la paie. Lindsay va accepter. À 10h, ils sortent tous les deux du café et montent dans un taxi.
plusieurs hypothèses à ce moment-là lorsque l'on voit les vidéos de surveillance. Soit Lindsay veut juste se faire payer et elle accepte de se rendre à l'appartement de Tatsuya, soit le garçon lui plaît et elle est ok pour se rendre chez lui et discuter un peu plus sans arrière-pensée. Mais selon Bill, son père, sur la vidéo elle semble bizarre. Il pense que sa fille a pu être droguée et manipulée. Le problème, c'est qu'après analyse de son corps, aucune substance ne sera retrouvée. Lindsay était complètement saine au moment des faits. Mais l'hypothèse la plus probable est bien celle dans laquelle Lindsay veut juste se faire payer, puisque lorsque le taxi la dépose devant l'appartement de Tatsuya, elle lui dit « Écoutez monsieur, ne bougez pas, je reviens dans 5 minutes ». Le taxi va attendre 7 minutes puis partir. Il n'entendra jamais les cris d'horreur de Lindsay. Ce qu'il va se passer précisément dans cet appartement, on le verra juste après. Pour l'instant, revenons-en à la chasse à l'homme. Les parents de Tatsuya vont rester très discrets tout au long de cette affaire. Ils vont simplement envoyer un email aux parents de Lindsay en leur exprimant leur regret. Non pas leurs condoléances ni leur soutien, simplement leur regret de ce qui a pu se passer à l'intérieur de cet appartement. Et ils vont d'ailleurs refuser toutes les conférences de presse puisque la police japonaise va les approcher en leur disant « Écoutez, parlez face caméra et dites à votre fils de se rendre ». Mais les parents de Tatsuya vont refuser à chaque fois de peur qu'il se suicide. La chasse de Tatsuya va être très différente des techniques que l'on peut voir habituellement, puisque la police japonaise ne fonctionne pas super bien contrairement à ce que l'on pourrait penser. Tokyo est gigantesque et les commissariats sont très indépendants, donc ne communiquent presque pas, ce qui rend les choses très compliquées. 140 agents vont être mis sur l'affaire et 30 000 affiches vont être distribuées partout. Il va même y avoir des panneaux à taille réelle de Tatsuya et son visage travesti va être affiché partout pour être sûr que même s'il se camoufle, il puisse être reconnu par la population japonaise. Et ça va plus ou moins marcher. Il va être vu un peu aux quatre coins de la ville, mais le problème c'est que vu que les commissariats ne communiquent pas, et bien à chaque fois la police va arriver trop tard. Il va être vu par exemple sortant d'un Love Hotel toujours à Tokyo. En gros, les Love Hotels sont des hôtels sans réception. On paye dans une machine qui nous donne une clé et on a accès à une chambre. Les Love Hotels, c'est assez particulier. Voilà, c'est des hôtels pour les couples. Il y a par exemple des menottes au lit. Donc quand vous y allez, vous êtes totalement anonyme. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, Tatsuya va choisir de dormir dans ces Love Hotels, puisque aucun réceptionniste ne peut le reconnaître vu qu'il n'y en a pas. Les enquêteurs vont également fouiller les demandes de passeport, puisque si Tatsuya veut quitter le pays, il est coincé car il a oublié son passeport dans son appartement, qui est maintenant gardé par la police. Donc il doit refaire une demande. Les enquêteurs ne trouveront rien. Sa famille va être surveillée, ses comptes bancaires également, mais rien ne bouge. Il s'est comme volatilisé en pleine ville. Et malgré les affiches placardées partout, les images de vidéosurveillance diffusées régulièrement où on le voit avec Lindsay et dans son ascenseur, personne ne semble le croiser sur Tokyo. Cette chasse à l'homme va durer 2 ans et demi. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point 2 ans et demi pour la famille de Lindsay qui a été retrouvée enterrée dans une baignoire, c'est interminable, mais c'est aussi un petit exploit pour Tatsuya de réussir à fuir la police japonaise pendant 2 ans et demi alors que son visage est partout. Une récompense de 10 millions de yens, environ 80 000 euros, va être proposée à quiconque donnera une information sur Tatsuya. La famille de Lindsay va faire pendant ces 2 ans plusieurs voyages jusque Tokyo pour pousser les enquêteurs japonais à ne pas lâcher l'affaire. Bill parlera plusieurs fois aux médias en disant « C'est la 5e fois que je viens au Japon depuis que Lindsay a été assassinée. Combien de fois ma famille doit venir ici? Combien de voyages devons-nous faire pour que cet homme soit attrapé ?» Mais malheureusement, peu à peu, la famille va perdre espoir. Surtout en novembre 2009, lorsque les enquêteurs japonais vont apprendre à la famille de Lindsay que Tatsuya aurait été vu dans une clinique de chirurgie esthétique et qu'il aurait même réussi à subir une opération. Ce qui veut donc dire qu'à ce moment-là, il a changé de visage, qu'il peut refaire une demande de passeport et quitter le pays. Il faut agir très vite. Les chirurgiens qui ont opéré Tatsuya diront qu'ils ne l'ont pas reconnu sur le moment, puisque ça fait 2 ans et demi que l'affaire traîne. À force, les affiches ne sont plus visibles, l'enquête n'est plus médiatisée, donc ils avaient complètement oublié le visage de Tatsuya. Cette information va faire le tour du Japon et l'affaire va de nouveau intéresser la population japonaise qui ne cherche désormais plus Tatsuya tel qu'il est sur les affiches, mais selon la description du chirurgien, avec une bouche plus fine, un nez plus haut, des paupières plus basses. Et bien le 10 novembre, les enquêteurs reçoivent l'appel d'un homme leur expliquant qu'il pense avoir vu Tatsuya prendre un ticket pour monter à bord d'un ferry à Osaka, ville située à 500 km de Tokyo.
là où il a été vu pour la dernière fois, il y a 2 ans et demi maintenant. Le ferry a pour destination Okinawa, une île à l'extrême sud du Japon, et autant vous dire que s'il atteint cette destination, il aura accès par la suite à Taïwan et il pourra simplement fuir dans les îles. Ce 10 novembre 2009, les enquêteurs japonais débarquent à Osaka et foncent vers le ferry qui par chance n'est pas encore parti. Tatsuya est arrêté et il ne ressemble plus du tout à ce qu'il était avant. Il a pris du poids et son visage a complètement changé. Il est arrêté avec un sac à dos et 4000 $, mais il refuse de dire qui lui a donné et comment il a vécu pendant ces 2 ans. Il va même avoir le culot d'entamer une grève de la faim pour éviter d'être interrogé et finir à l'hôpital. Au départ, Tatsuya explique que tout ça n'est qu'un simple malentendu, que c'est un accident, que Lindsay est entrée dans son appartement, qu'elle est tombée, elle s'est claqué la tête, il a tenté de la réanimer, mais elle est tout simplement morte. Du coup, vu qu'il a paniqué, qu'il savait pas quoi faire, il l'a foutue dans sa baignoire, il y a mis du sable et de la terre qu'il a été acheté au magasin du coin, donc il a fait plusieurs allers-retours. Ensuite, il a mis du produit chimique pour la décomposer, il a mis la baignoire dehors histoire d'aérer un peu le truc, et il s'est dit que voilà, ça allait passer, personne ne la retrouverait jamais. Autant vous dire que sa version des faits ne va convaincre personne, surtout lorsqu'on sait que les experts scientifiques ont dit que Lindsay avait des bleus sur chaque partie du corps. Elle avait même des bleus sur les pieds, elle a été frappée de partout. En plus de ça, dans la baignoire, elle était nue et a même été agressé. Mais pour aller encore plus loin dans la perversité, Tatsuya, pendant sa détention, en attendant son procès, va écrire un livre intitulé « Jusqu'à l'arrestation », dans lequel il va plus ou moins se vanter d'avoir réussi à fuir la police pendant 2 ans. Il va expliquer comment il a fait, il a vécu de temps en temps dans la rue, puis a été sur l'île de Shikoku, sur laquelle il a mangé des fruits, du poisson et des serpents. De ce livre sera adapté un film, donc autant vous dire qu'il s'est fait un joli pactole. Il explique également dans le livre qu'il a fait ses premières chirurgies lui-même. Il s'est coupé la lèvre pour l'affiner, s'est coupé les paupières, bref voilà, il s'est mis un peu des petits coups de couteau par-ci par-là pour changer de visage. Le mec était motivé, je veux dire, il savait très bien qu'il avait fait une très grosse bêtise. Tatsuya explique dans son livre qu'il a vécu grâce à des petits boulots non déclarés en tant qu'ouvrier dans le bâtiment. Il dit aussi que lorsqu'il a de nouveau vu son visage à la télé avec l'information disant qu'il avait subi de la chirurgie esthétique, il s'est figé et il a compris qu'il était foutu, qu'il devait fuir encore plus loin. Dans un élan de bonté et sachant que son procès arrive, Tatsuya va dire que si la famille de Lindsay accepte, eh bien il leur donnera tous les bénéfices de son livre et du film. Mais la famille va refuser en disant « Nous sommes dégoûtés que l'homme qui n'a pas encore été jugé pour le meurtre de Lindsay ait été autorisé à écrire et publier un livre. Cela n'a fait que causer plus de tort à la famille et nous ne voulons aucune association avec lui. Tout ce que nous avons toujours voulu, c'est que la justice soit rendue. » Le procès a lieu en 2011, soit 2 ans après l'arrestation de Tatsuya et donc 4 ans après le meurtre de Lindsay. La famille va enfin connaître le déroulé des faits. Un scénario atroce. De nouveau, la famille Hawker va débarquer à Tokyo en juillet 2011 pour assister au procès et celui-ci va être assez rapide puisque dès le premier jour, Tatsuya va avouer le meurtre, mais à sa façon. Il va dire « Je n'avais pas l'intention de la tuer, mais je suis responsable de sa mort. Je l'ai effrayée et l'ai laissée pour morte. Elle est décédée accidentellement alors que j'essayais d'étouffer ses appels à l'aide. » Il se dédouane complètement des meurtres. Je veux dire, il est à la limite de dire « Bah écoutez, j'ai essayé de l'agresser, de la déshabiller, elle s'est pas laissée faire et elle hurlait à l'aide. J'étais bien obligé de faire quelque chose, je veux dire un petit étouffement, ça n'a jamais tué personne. » Voilà, étrangler quelqu'un, lui mettre ses mains sur sa bouche, notre petit Tatsuya, il pouvait pas savoir ce qui allait se passer. Heureusement, grâce aux différentes traces et preuves trouvées dans l'appartement de Tatsuya, les experts scientifiques sont en mesure de dire exactement ce qu'il s'est passé. Il y a 4 ans, le samedi 24 mars 2007, Lindsay entre dans l'appartement de Tatsuya. Il tente une approche, mais elle refuse et lui demande l'argent pour le cours d'anglais qu'elle vient de lui donner. Sans aucune raison, il n'en existe d'ailleurs jamais pour ce genre de crime, qu'on soit bien d'accord. Tatsuya va se jeter sur Lindsay, la frapper et l'étrangler au point de lui briser les cervicales. Elle perd connaissance, il la déshabille
l'agresse. Ensuite, pour être sûr que Lindsay ne se réveillera pas, il va l'étouffer pendant plusieurs minutes. La suite, malheureusement, vous la connaissez. La baignoire, le sable, la terre, le produit chimique. Pendant ces explications, la famille de Lindsay n'a montré aucune émotion, ne voulant pas donner ce plaisir à Tatsuya. Malheureusement, son petit manège disant qu'il est désolé, qu'il ne voulait pas tuer Lindsay, qu'il ne comprend pas ce qu'il s'est passé, va fonctionner. Tatsuya sera condamné pour le meurtre de Lindsay Oker à la prison à vie, mais avec une possibilité de libération conditionnelle après 10 ans. C'est-à-dire que s'il se comporte bien pendant 10 ans, il pourra sortir et de nouveau être un citoyen japonais. Bah oui, quelle bonne idée de faire sortir un type qui, sur un coup de tête, quelques jours seulement après avoir rencontré une femme, l'emmène dans son appartement et l'étrangle. Mais c'est génial la justice! Le juge déclarera « Tatsuya Hihashi n'a pas de casier judiciaire et n'est pas un criminel par nature. Il est encore jeune et peut-être qu'il a une chance de prendre un nouveau départ. » Bill, le père de Lindsay, déclara à la presse « Je voudrais remercier le peuple japonais. Nous ne serions pas arrivés aussi loin sans l'aide de tous. Lindsay aimait le Japon et vous ne l'avez pas laissé tomber. Merci. » Aujourd'hui, Tatsuya est toujours en prison. Il pourra demander une libération conditionnelle dans quelques mois seulement. Et s'il l'obtient, je ne manquerai pas de vous en informer sur mon Twitter. Lindsay a été enterré en Angleterre et sa famille considère cette affaire terminée, mais vit dans la peur que Tatsuya puisse de nouveau refaire du mal à quelqu'un. Tristement, c'est ainsi que se termine l'histoire de Lindsay Oker, qui avait 22 ans. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, mettez Japon en commentaire. N'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner, de me suivre sur Twitter et Instagram, j'y suis très actif. C'était Max Guys, on se retrouve vendredi prochain à 18 h pour une nouvelle HVF. Et puis,